Bonjour à toutes et à tous, et nous voici réunis pour une deuxième vidéo que nous allons consacrer à ce petit plugin qui s'appelle X-Checklist, et plus précisément à la rédaction d'une checklist dynamique. Nous allons commencer par quelques remerciements. Je vais remercier Jean-Pierre et Hervé, qui sont deux intervenants du forum francophone, pour l'aide qu'ils m'ont apportée pour la conception de cette vidéo, de ce tutoriel, parce que j'ai abordé un certain nombre de problèmes et je n'avais pas les connaissances pour trouver les solutions, et donc j'ai été leur poser des questions et ils m'ont été d'une grande aide, d'un grand secours. Ils m'ont consacré du temps, et donc voilà, je tenais à les remercier parce que c'est un peu grâce à eux que cette vidéo a pu voir le jour. On va également continuer en apportant quelques petites corrections sur la vidéo précédente. Je vous rappelle que j'ai consacré une première vidéo sur la rédaction des checklists passives, et il y avait quelques imprécisions qui m'ont été signalées par Jean-Pierre, justement. Alors voilà, j'ai mis merci JP parce que c'est lui aussi, toujours le même Jean-Pierre, qui m'a fait quelques remarques, et donc je vais vous les mettre ici en préambule de cette deuxième vidéo. Voilà. Alors je vous avais expliqué que quand on rédigeait une checklist, c'était un fichier texte, et qu'on pouvait tout à fait utiliser des lignes qui ne sont pas des lignes de commande pour simplement vous aider visuellement à mieux vous y retrouver dans votre texte, dans votre fichier texte. Et notamment, je vous avais dit, vous pouvez mettre des lignes pointillées, par exemple, pour séparer les pages. Et que faire ça ne posait aucun problème, puisque le plugin allait ignorer ces lignes. Alors, c'est pas tout à fait vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que ça n'entraîne pas de plantage. Effectivement, le plugin va s'exécuter comme si de rien n'était, ça ne posera pas de problème. Par contre, il faut savoir que s'il y a un module de checking, un module de vérification qui est intégré au plugin et que vous pouvez utiliser ou non d'ailleurs. Voilà. On abordera ça, je pense, dans la quatrième et dernière vidéo que je consacrerai à ce plugin. Ce module de vérification, lui, va repérer ces lignes comme des erreurs. Et donc, ça va générer des messages d'erreur quand vous allez utiliser ce petit module de vérification, si toutefois vous l'utilisez. Donc, si vous utilisez ce petit module, il est conseillé, devant chaque ligne, comme ça, de placer ce signe ici, dièse. Ce signe dièse va conduire le plugin et le module de vérification à ignorer ces lignes. Ça va lui expliquer que ces lignes, elles ne doivent pas être prises en compte. Voilà. Donc je vous ai mis ici un exemple simple pour que vous compreniez. On a rédigé ici deux pages par exemple, vous avez deux pages, et entre ces pages on a tapé une ligne de tiret, comme ça, pour s'y retrouver, pour bien visuellement séparer les pages, ce qui nous permet à la rédaction de la checklist de s'y retrouver bien entre chaque page, de bien voir où se situe chaque page, où elle commence et où elle finit. Et bien vous voyez que ici j'ai intercalé juste au début de la ligne ce signe dièse, de manière à bien signifier au plugin que ces lignes-là ne font pas partie de la checklist. Voilà, donc ça c'est une première remarque. Alors que moi je vous avais dit, vous pouvez taper comme ça, sans le dièse, ça passe, ça pose pas de problème. C'est mieux de faire comme ça. Voilà, donc le caractère dièse va indiquer au module de checking et également au plugin que la ligne signalée de cette manière ne fait pas partie de la checklist et que ce n'est pas une commande et que ce n'est pas non plus une erreur. La seconde remarque, la seconde correction, ça va concerner ici la dénomination du fichier de checklist. Je vous avais dit que pour concevoir une checklist, il fallait créer un fichier texte qu'il fallait appeler clist.txt à l'aide d'un éditeur de texte type Notepad ou équivalent. En fait, vous pouvez donner un autre nom à ce fichier. Alors, c'est codifié. Par contre, on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, vous allez me dire, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on irait se casser la tête à donner un autre nom, puisque comme ça fonctionne très bien. Alors, oui, c'est vrai qu'on peut tout à fait... et moi, c'est ce que je faisais jusque-là. Il y a par contre une situation où ça peut vous poser problème.
c'est quand vous avez plusieurs variantes d'un avion. Quand dans le même répertoire, dans le répertoire racine de votre avion, vous avez 2 ou 3 versions d'un même avion qui existent, eh bien ça peut poser problème. Il n'y a pas à aller chercher très loin, puisque si vous prenez le Cessna 172 de la Minard, eh ben, il est décliné quand même sous 3 versions différentes. Alors comment s'y retrouver? Vous allez vous placer dans le répertoire de racine de votre appareil et vous allez chercher les fichiers qui se nomment, qui se terminent, dont l'extension est ACF, ACF pour Aircraft. Ce fichier-là est précédé du nom de votre appareil. Donc ça va se présenter par exemple pour le Cessna 172, Cessna 172 SP.acf. Donc vous pouvez tout à fait rédiger une checklist et lui donner ce nom. Vous voyez que c'est plus compliqué que là, mais par contre, ça va vous être utile si vous avez plusieurs versions de l'appareil. Alors par exemple, pour le C172 de la Minard, il existe sous 3 versions. La version classique, qui s'appelle comme ça, la version avec l'avionique G1000, qui s'appelle Cessna 172 SP G1000.acf, et vous avez également une version hydravion, qui n'est pas forcément la plus connue, qui est le Cessna 172 SP Seaplane.acf. Donc vous voyez que si vous utilisez un fichier simplement clist, eh bien, quelle que soit la version ici de votre appareil que vous allez charger, vous utiliserez la même checklist pour les 3 appareils. Or, ces 3 appareils ne sont pas exactement identiques. Ils ont quand même des particularités. Et donc, il faudrait 3 checklists différentes. Et pour ce faire, il faut les nommer justement différemment. Et bien pour cela, c'est tout simplement, c'est tout bête, il suffit ici de nommer vos fichiers comme ça. Vous gardez ici l'appellation clist.txt et vous faites précéder ça, ici, de la dénomination de votre fichier ACF. Et comme ça, quand vous allez, par exemple, charger ici la version hydravion, il dira automatiquement, vous cherchez la checklist ici, la 3e ici, qui correspond à l'hydravion. Voilà, c'est une remarque que m'a faite Jean-Pierre, et je vous la transmets parce que c'est un petit truc que je ne connaissais pas, et c'est vrai que ça peut dépanner pour certains appareils. Ceci étant dit, nous allons attaquer maintenant la première partie proprement dite du tutoriel que nous allons consacrer aux checklists dynamiques. Et je vous ai mis que c'était une question de valeur. Alors on va voir pourquoi on va parler de valeur. Déjà, on va expliquer ce qu'est une checklist dynamique. Pourquoi est-ce qu'on parle de checklist dynamique? Eh bien, une checklist dynamique, elle va se comporter comme si vous aviez un copilote à côté de vous qui se chargeait de vérifier chaque ligne de la liste. Par exemple, quand vous avez une checklist passive, si on vous dit de vérifier si le frein à main est bien serré, eh bien vous étiez obligé d'aller vérifier le frein de parking, de vérifier qu'il était bien serré, et ensuite vous alliez manuellement cocher cette ligne. Dans le cadre d'une checklist dynamique, ce n'est plus nécessaire. Le plugin, qui joue le rôle d'un copilote virtuel, va automatiquement vérifier l'état du frein de parc. Et si le frein de parc est bien serré, automatiquement la ligne sera cochée et validée, sans que vous n'ayez rien à faire. Ça va se cocher comme ça automatiquement dans l'ordre des lignes. Si jamais une condition n'est pas remplie, eh bien ça va s'arrêter. Et ce sera à vous d'aller vérifier manuellement ce qui se passe. Pour faire cela, vous avez besoin d'utiliser une fonction qu'on appelle les datarefs. Alors, autre question, qu'est-ce qu'une dataref? Alors, une dataref, je n'ai pas été vraiment capable de vous donner une définition claire de mon cru, donc j'ai été vous chercher celle du wiki. Alors, le wiki, il vous dit qu'une dataref, c'est une référence de données que le simulateur utilise pour définir des actions ou des états. Action qui fait bouger un aileron,
ou état qui détermine si les phares sont allumés ou non par exemple. Une action a la particularité d'être évolutive en permanence, comme la position des ailerons, alors que l'état ne connaît que deux modes, actif ou inactif, comme par exemple les feux de navigation, qui sont éteints ou allumés. Voilà. C'est la définition du wiki. Donc maintenant que vous êtes absolument incollable et que vous savez tout sur les data refs, on va pouvoir poursuivre cette vidéo. Sauf que, si vous ne savez pas ce qu'est une data ref, je ne suis pas sûr qu'en ayant lu cette définition, vous soyez vraiment aussi incollable que ça sur les data refs. Alors ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal, cette définition, elle n'est pas claire du tout. C'est pas pour critiquer le wiki, mais en fait, c'est pas évident d'expliquer ce qu'est une data ref. C'est un peu, il y a une pub, je crois, en ce moment, je crois que c'est pour Renault, qui vous dit que ce qu'on fait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est facile à comprendre. C'est un petit peu la même chose pour les data refs. C'est difficile d'expliquer ce que c'est, d'en donner une définition, mais c'est finalement assez facile de comprendre ce que c'est. Donc dans Xplane, chaque état ou action, ça peut être décrit par une data ref, qui est en fait une expression codée, qui va exprimer, qui va traduire cet état ou cette action. Les différents états d'une data ref sont représentés par une valeur. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont ces valeurs. Comment exprimer cette valeur? Alors on va refaire un petit peu de syntaxe. Donc vous vous souvenez que dans la vidéo précédente, on avait abordé les checklists passives et ça se présentait comme ceci. Vous aviez ici une instruction et ensuite vous aviez ici la description, ce qui allait apparaître en fait dans votre fenêtre de checklist. Je vous rappelle que par convention, ce qui est en rouge, c'est une instruction qui est destinée au plugin et qui ne sera pas affichée. Tout ce qui apparaît en bleu, c'est ce qui sera affiché dans votre fenêtre de checklist. C'est ce que vous verrez à l'écran. Une checklist active va se présenter de la façon suivante. Vous reconnaissez ici que vous avez cette première partie qui est inchangée. Mais on va rajouter en bout de ligne deux choses. On va rajouter cette expression codée qu'est la data ref et on va fixer une condition à respecter. Ce sera la valeur. Vous voyez qu'à chaque fois, on sépare ces expressions de deux points. Vous voyez que c'est en rouge, donc ça ne sera jamais affiché. C'est juste là pour le plugin, pour qu'il le lise et qu'il l'interprète. La seule chose que vous verrez, c'est toujours ici ce qui est en bleu. Alors, les valeurs que peuvent prendre les data refs, il en existe plusieurs types. Et c'est maintenant à ça vraiment que nous allons nous attacher. Un état, il peut être décrit par une variable de type booléenne. Alors, une variable de type booléenne, vous vous souvenez peut-être en informatique, c'est le bit informatique. C'est ce qui peut prendre deux valeurs, c'est 0 ou 1. On, off, oui, non. C'est ça, une valeur booléenne. Une variable booléenne, c'est une valeur qui ne peut prendre que deux valeurs possibles. Ça va être le cas, par exemple, pour l'allumage des feux de navigation qui peuvent être éteints ou allumés. Il n'y a pas de position intermédiaire. Ils ne peuvent pas être à moitié éteints ou trois quarts allumés. C'est 0 ou 1. Ils sont éteints ou allumés. Le serrage du frein de parking, il peut être serré ou desserré. Alors, on va considérer ces deux situations-là. La position du train d'atterrissage, il va être rentré ou il va être sorti. Une pompe, elle va être allumée ou éteinte. Ce type de variable, ça va être très pratique pour décrire par exemple du matériel électrique, l'état du matériel électrique. Souvent le matériel électrique, il est éteint ou il est allumé. Des feux, une lumière, elle est éteinte ou elle est allumée. Une pompe, elle est éteinte ou elle est coupe ou elle est allumée. Voilà, c'est on-off. Tout ce qui est on-off, ça va prendre cet aspect-là, 0 ou 1. Donc ça, c'est très pratique. C'est très utilisé. Il existe un autre type de variables qu'on appelle les variables discrètes. Alors, si vous avez fait un peu de probabilité de statistique, vous devez savoir qu'une variable discrète, c'est une variable qui va prendre des valeurs précises. Donc, je vous ai mis ici, par exemple, 0, 1, 2, etc. Ça se retrouve en mathématiques, une valeur discrète. Si vous prenez par exemple les entiers naturels, ça va être 0, 1, 2, 3, 4. Vous pouvez prendre les chiffres pairs, 2, 4, 6, 8, et ainsi de suite, les chiffres impairs, les dizaines, les centaines, les milliers, les nombres premiers, pourquoi pas. Ça se retrouve également
On a un petit peu ça en physique quantique, hein, où on vous explique qu'une particule peut occuper, par exemple, des niveaux énergétiques qui sont quantifiés. Rassurez-vous, on ne va pas faire physique quantique, hein. C'est pas l'objet. Et ça va se retrouver également dans notre checklist. Par exemple, pour décrire la position des volets. Les volets, ils peuvent être rentrés, ils peuvent être sortis à 10 degrés, 20 degrés, 30 degrés, par exemple. Alors, sur le Cessna, ça se passe comme ça. Eh bien, vous avez 4 positions possibles. 0, 10, 20, 30. Avec une variable booléenne qui ne peut prendre que 2 valeurs, évidemment, on va être coincé. On ne pourra pas utiliser une variable booléenne. Ici, on va avoir donc une variable discrète, avec 4 possibilités. Pour le transpondeur, c'est pareil, hein, vous avez quelque chose comme ça. Hein, vous avez 3 positions, il y en a même 4, hein, mais bon, vous voyez, vous avez plus de 2 positions possibles. Donc on sera dans ce cas-là. Ça aussi, c'est une situation assez fréquente. Vous avez un troisième et dernier cas de figure où vous avez une variable continue. Alors, une variable continue, c'est une variable qui va pouvoir prendre toutes les valeurs possibles dans un intervalle donné, c'est-à-dire entre une valeur minimale et une valeur maximale. Ça va être utilisé par exemple pour le régime moteur, pour une pression, pour une température. Donc ça, c'est trois types de valeurs que pourra prendre une data ref. Une valeur booléenne, donc 0 ou 1, une variable discrète, une valeur discrète, donc 0, 1, 2, etc., 3, 4, 5, hein, ou bien une valeur continue, et là, vous avez toutes les valeurs possibles sur un intervalle donné. Vous allez avoir donc, comment est-ce qu'on va exprimer, comment on va exprimer cette valeur. Alors ici, je vous ai mis un exemple concret, complet, d'une ligne, que vous pourriez avoir dans une checklist. Vous voyez, donc ça va se présenter désormais comme ça. Alors, vous voyez que c'est plus long que ce qu'on a vu précédemment, c'est aussi plus compliqué. Alors ici, cette ligne de commande, vous voyez qu'elle s'occupe la position du train d'atterrissage. Landing gear est là en position sortie. On veut que le train soit sorti et verrouillé. Ça, c'est ce que vous aurez en bleu à l'écran. On a fait suivre cette expression ici de 2 points et d'une data ref, qui est cette expression qui paraît un petit peu compliquée. 2 points et ici, vous avez une valeur. C'est cette valeur ici qui va nous intéresser. Alors, ne vous inquiétez pas ici de la data ref, ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ne vous inquiétez pas de la complexité apparente de cette expression, parce que vous allez vous dire que c'est quand même très compliqué et que c'est peut-être au-dessus de vos forces. En fait, pas du tout. Vous n'aurez pas à connaître en fait cette syntaxe-là. La syntaxe-là, on ne l'abordera pas. En fait, quand vous rédigerez une ligne comme ça, cette commande-là, vous irez la prendre dans un catalogue. Il existe des catalogues, des annuaires en quelque sorte, de data ref. Il suffit d'aller chercher la data ref qui vous intéresse, et pour ça, il existe des moyens pour aller les chercher. Donc votre travail ici, ça consistera simplement à faire des copier-coller. Ces expressions-là, ce sont des copier-coller. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça, vous verrez, c'est très simple à faire. Ce qui va nous intéresser, ce qui finalement est peut-être le plus difficile, c'est comment ici fixer cette valeur. C'est ça qui est compliqué, contrairement aux apparences. Ici, donc, on s'intéresse à la position du train d'atterrissage et on veut qu'il soit sorti. Donc on a été chercher ici la data ref qui décrit l'état du train, sorti, et comme on veut qu'il soit sorti, mais on veut que ici cette proposition soit respectée, soit remplie. Donc ce sera 1. 1 pour oui. Vous voyez que ici, on vous dit que le train doit être en position down, et on donne comme valeur 1, c'est-à-dire oui. Le train est bien sorti. Si jamais on avait voulu que le train soit rentré, on aurait mis ici la valeur 0. Et vous voyez que ici, pour exprimer l'égalité, on a simplement tapé 2 points et la valeur. C'est tout. D'accord? Donc, quand la data ref respecte une variable booléenne, ou une valeur booléenne, elle s'exprimera comme ceci ou comme cela. Ça sera soit égal à 1, soit égal à 0. Donc ça correspondra à tous les états qui sont ouverts, fermés, allumé, éteint, serré, desserré,
par exemple. D'accord? J'ai pris ici un autre exemple, c'est pour les feux de navigation. On veut que les feux de navigation soient allumés. Donc on a mis ici notre expression, un navlight on, on veut qu'il soit allumé. J'ai été chercher ma dataref, navlight on ici, et j'ai répondu oui, 1. On veut que ça soit égal à 1. Imaginons maintenant une situation où on aurait recherché, où on voudrait que les feux de navigation soient coupés. Donc ici on aurait mis off. Eh bien, on aurait utilisé exactement la même dataref. On aurait exactement mis la même dataref, mais ici, on aurait mis comme valeur égale à 0. D'accord? C'est un petit peu comme si vous me demandiez si j'étais droitier ou gaucher. D'accord? Si vous pouvez me demander si je suis droitier ou gaucher, je vais vous répondre que je suis gaucher. Bon. Imaginons maintenant que vous me posiez une question fermée. Vous me dites, est-ce que tu es droitier? Je vais vous dire, oui, par exemple, je suis droitier. D'accord? Je vais vous dire oui, je vais vous répondre oui à cette question. Imaginons maintenant que vous me posiez la même question. Est-ce que tu es droitier et que je vous réponde non? Ça signifie automatiquement que je suis gaucher. Si je ne suis pas gaucher, si je ne suis pas droitier, je suis gaucher. D'accord? Là, c'est un peu la même chose. Ce qu'on vous demande ici, c'est est-ce que vos feux sont allumés? Ici, vous répondez oui, c'est que les feux sont allumés. Si à la question est-ce que vos feux sont allumés, vous répondez non, ils ne sont pas, hein, la réponse est non, ben c'est qu'ils sont éteints. S'ils ne sont pas allumés, c'est qu'ils sont éteints. Donc, ça va fonctionner comme ça. Imaginons maintenant la situation où vous avez une variable qui n'est pas une variable booléenne, mais une variable discrète, donc qui peut prendre des valeurs différentes de 0 et 1. Et je vous ai pris ici comme modèle, hein, comme exemple, le transpondeur. Et on veut ici que le transpondeur soit en mode Charlie. Parce que par exemple, vous allez décoller. Alors, vous allez décoller, on vous demande de mettre votre transpondeur en mode Charlie. Eh bien, ici, vous avez en fait 4 positions possibles pour votre transpondeur. Vous avez la position off où il est coupé. Vous avez la position standby qui va correspondre à la valeur 1. Vous avez la position on qui va correspondre à la valeur 2. Et vous avez la position alt, hein, le mode Charlie, qui va correspondre ici à la valeur 3. Ici, comme on veut que notre transpondeur soit réglé en mode alt, on va dire que ici notre dataref doit être égal à 3. Vous allez peut-être me poser la question de me dire mais comment est-ce qu'on sait que off c'est 0, que standby c'est 1, que alt c'est 3, etc. Et bien ça, on l'abordera dans la vidéo suivante et vous verrez que c'est très simple. Vous avez un plugin en fait qui va vous y aider. Donc ne vous tracassez pas avec ça, ça viendra tout seul. La dataref peut être différente d'une valeur. C'est parfois quelque chose qu'on utilise. Moi, j'utilise pas fréquemment, enfin pourquoi pas, hein, c'est bon de le savoir. C'est presque la même chose que l'égalité, sauf que ici, vous allez intercaler devant votre valeur un point d'exclamation. Donc par exemple, pour nos feux de navigation, on aurait très bien pu, mais c'est un peu tordu de le faire comme ça, mais ça fonctionnerait aussi. Si vous voulez que vos feux de navigation soient allumés, on peut mettre 1, on aurait pu mettre aussi point d'exclamation 0. Bon, ça veut dire ici que la valeur serait différente de 0, et comme cette valeur ne peut prendre que 0 ou 1, si elle est différente de 0, elle est forcément égale à 1. Vous savez, c'est l'histoire, est-ce que tu es droitier? Non, je ne suis pas droitier, donc je suis gaucher. On revient un petit peu sur cette façon d'exprimer les choses. Bon, c'est un peu tarabiscoté, hein. Évidemment, ça peut parfois être utile hein, d'utiliser une expression comme ça. Ça peut parfois être utile. Hein. Donc il faut savoir que ça existe, c'est assez simple à retenir, mais c'est quand même quelque chose qu'on utilise relativement peu fréquemment. La dataref, maintenant, elle peut être supérieure ou inférieure à une valeur. On va tout simplement ici utiliser le signe inférieur ou le signe supérieur du clavier. Si vous voulez exprimer ici le signe supérieur ou égal ou inférieur ou égal, vous utiliserez après votre signe d'inégalité le signe égal. Pourquoi pas? Par exemple,
vous êtes au sol, hein, voilà, vous avez fait chauffer vos moteurs, vous vous apprêtez peut-être à aller vous placer au seuil de piste pour décoller, et vous vérifiez, hein, dans votre checklist, on vous dit que pour pouvoir décoller, il faut que vos moteurs soient chauds, ce qui est plutôt une bonne chose, et que pour cela, on considère que, par exemple, votre température d'huile doit être supérieure à 100 degrés. Et je vous ai mis entre parenthèses pour le moteur 0. Ça, je vais vous expliquer après ce que j'ai voulu dire par là. Eh bien, on va aller chercher, bien sûr, la data ref. Donc là, je vous ai fait grâce de la première partie, hein, pour alléger un petit peu l'écriture. Mais évidemment, cette ligne-là, hein, elle serait précédée, hein, bien sûr, d'une partie, on va dire, passive. Et on ferait suivre ici 2 points, hein, et puis on mettrait tout ça. Vous voyez qu'ici, on a été chercher dans un catalogue Cockpit 2. Hein, on va souvent chercher dans ce catalogue-là, d'ailleurs, entre autres, mais celui-là, on le retrouve souvent. Indicateurs, ce sont les jauges. Et ici, ce qui va nous intéresser, c'est la température de l'huile en degrés Celsius. Attention que ce ne soit pas des degrés Fahrenheit. Pour le moteur 0. Vous voyez, entre crochets, c'est le numéro du moteur ou de ce qui nous intéresse, en fait. Hein. Ça peut être un moteur, ça peut être une pompe. Alors, pourquoi est-ce qu'on introduit ici ce numéro? Eh bien, parce que là, dans une expression comme ça, ça pourrait être utile pour un appareil monomoteur, mais si vous avez un bimoteur, vous avez 2 moteurs différents, et chaque moteur, bien sûr, hein, aura une température d'huile différente. Donc il faudra envisager chaque moteur séparément. Ça veut dire que pour le deuxième moteur, il faudra avoir exactement la même expression, mais que là, entre crochets, vous mettrez la valeur 1. Ensuite, on peut combiner ces data ref. On peut les additionner, par exemple. Voilà, on peut tout à fait les combiner. Et donc on a mis ici la valeur supérieure à 100 pour signifier que ici la température d'huile doit être supérieure à 100 degrés. Vous voyez qu'ici je vous ai mis une deuxième ligne qu'on pourrait utiliser, c'est une deuxième data ref. Alors vous voyez que c'est pas rédigé de la même manière, hein, c'est différent. Alors la différence entre les deux, c'est que ici en fait, vous voyez qu'on parle des indicateurs. On est ici dans le cockpit, on parle des indicateurs. Donc là en fait on parle de ce que vous allez lire sur votre instrument. Là, vous avez une jauge de température d'huile sur votre planche de bord, et c'est ça ici qui exprime cette data ref. C'est ce que vous allez lire sur votre instrument. Cette deuxième data ref, ce qu'elle exprime, c'est la température de l'huile. C'est pas exactement la même chose. Ça, c'est la température vraiment de l'huile. Ça, c'est la valeur que vous allez lire sur votre instrument, sur votre jauge. Alors, on pourrait utiliser l'une ou l'autre des expressions. En pratique, c'est plutôt la première qu'on utilisera. Vous pourriez me dire que finalement, ça revient au même, et d'une certaine façon, oui, ça revient au même, parce que la température de l'huile, ou ce que vous allez lire ici sur votre instrument, normalement, ça doit être la même chose. Alors, il y a quand même une nuance. C'est si, par exemple, ici, votre jauge tombe en panne. Alors, vous avez, je vous rappelle, sous X-Plane, hein, vous avez un module de panne que vous pouvez activer ou non. Vous pouvez très bien avoir ici une jauge de température d'huile qui ne fonctionne pas, qui tombe en panne. C'est-à-dire que vous allez faire tourner votre moteur pendant un quart d'heure au sol, et puis vous allez regarder la température d'huile, et la température d'huile l'aiguille ne va pas décoller. D'accord? Donc ça, c'est bizarre, ça doit attirer votre attention. C'est pas normal qu'au bout d'un quart d'heure de fonctionnement, le moteur ne chauffe pas. Le moteur, forcément, s'il tourne, il chauffe. Donc ça veut dire que vous avez probablement une jauge de température d'huile qui est en panne. Est-ce que vous allez voler avec une jauge en panne? C'est peut-être pas recommandé. Alors, normalement, il faudrait quand même vous en inquiéter. Oui, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez un certain nombre de situations où vos instruments ne vous décrivent pas la réalité. Je vous rappelle que par exemple, la vitesse que vous allez lire sur le badin, ce n'est pas la vitesse réelle, hein. C'est une vitesse indiquée. Et elle est également différente de la vitesse sol. L'altitude, c'est pareil. Si vous volez par exemple à 10 000 pieds et que vous avez réglé votre altimètre aux conditions standards,
l'altitude que vous lisez sur l'altimètre, ce n'est pas votre altitude réelle par rapport au niveau de la mer. Ce n'est pas non plus l'altitude par rapport à la surface. C'est l'altitude par rapport au niveau de la mer dans les conditions standards. Donc c'est quand même, suivant le calage altimétrique, c'est pas la même chose. Donc vous voyez que ce que vous lisez sur l'altimètre, c'est-à-dire ce qui correspondra à ça, c'est une indication fournie par un instrument, ce n'est pas la même chose que la réalité. Donc ça, parfois, il faut se poser la question quand vous allez rédiger, je suis un peu dans la nuance là, mais quand vous allez rédiger votre checklist, il faut bien comprendre ce que vous allez introduire. Ce que vous lisez sur un instrument, ce n'est pas forcément la réalité. Soit parce qu'il y a une panne, un instrument peut tomber en panne, soit parce que parfois votre instrument ne vous décrit pas la réalité, et notamment pour le badin et pour l'altimètre, c'est vrai. Ce n'est pas la réalité. La vitesse lue sur le badin n'est pas la vitesse vraie, et l'altitude que vous lisez sur votre altimètre n'est pas la vraie altitude que vous avez par rapport au niveau de la mer. Voilà. On va fermer la parenthèse, je ne veux pas trop vous embrouiller, mais enfin, réfléchissez parfois quand même à ces choses-là. Si vous avez le choix entre deux expressions, ça peut arriver, réfléchissez bien à celle que vous allez utiliser. Une data ref, elle peut être comprise dans un intervalle de valeurs. Elle peut être donc supérieure à une valeur basse et inférieure à une valeur haute. Et c'est extrêmement facile de l'exprimer. Vous allez mettre ici votre data ref, 2 points, vous allez mettre ici votre valeur basse et votre valeur haute, et vous allez séparer ça avec ici ce signe, ce séparateur vertical, que vous obtenez, je vous le rappelle, avec les touches Alt-GR6 de votre clavier. Par exemple ici, on veut que notre régime moteur soit compris entre 2000 et 2700 tours minute. Et bien vous voyez qu'on a été chercher ici notre data ref qui concerne ici donc le tachymètre. Vous voyez, ici c'est la jauge qui vous montre la vitesse du moteur en RPM, en rotation par minute. Ici c'est la rotation moteur. Ça pourrait être aussi une rotation d'hélice, pourquoi pas, on pourra avoir l'un ou l'autre. Et ici, vous voyez qu'on a fixé donc une valeur basse de 2000, une valeur haute de 2700, et on a séparé les deux avec ce séparateur. Dès lors donc que l'aiguille de votre tachymètre sera comprise entre 2000 et 2700 tours, automatiquement cette ligne-là sera cochée. Cette façon d'exprimer les choses, elle est assez utile aussi pour exprimer une égalité. Alors j'ai mis des petits points de suspension parce que ça peut paraître un petit peu bizarre. Si je vous dis je mesure 1m78, c'est une égalité. D'accord ? Si par contre je vous dis je mesure entre 1m60 et 1m90, enfin ou plutôt, on va exprimer ça autrement, ma taille est égale entre 1m60 et 1m90. Vous allez me dire, je ne donne pas vraiment ma taille. C'est pas vraiment une égalité. Une égalité, c'est une valeur, c'est pas un intervalle. Alors pourquoi exprimer une égalité en utilisant un intervalle? Ça paraît bizarre, c'est imprécis. Je vais vous donner un exemple et vous allez voir que c'est parfois très utile de faire comme ça. Ici, on va s'intéresser par exemple à une turbine et on veut que notre turbine, par exemple quand vous êtes en vol, quand vous êtes en régime de croisière, elle soit réglée à 90% de sa puissance. Pourquoi pas? Donc on va mettre ici SW item, power, donc N1 à 90%. D'accord, 90%. Ici, on a été chercher la data ref correspondante. Ici, on a mis le moteur 0, peu importe. Et on a fixé cette valeur égale à 90. Alors ça, sur le plan théorique, c'est irréprochable. C'est très bien. Mais imaginons maintenant que votre turbine, elle soit à 89,8 ou à 90,3. Vous savez bien qu'en pratique, vous ne serez jamais à 90 sur un truc comme ça. Sur une valeur comme ça, vous ne serez jamais à 90. Vous serez toujours à 91, à 89, à 88,7, à 91,3. Vous ne serez jamais à 90. Vous aurez toujours une petite marge d'erreur par rapport à cette valeur. Donc vous voyez que ici, cette expression, elle est maladroite. On n'utilisera pas une égalité dans un cas comme ça. On utilisera plutôt un intervalle
avec une marge d'erreur par rapport à une valeur médiane. Et vous voyez que ici, on a choisi 90, plus ou moins 5%. C'est-à-dire qu'ici, on fixe une turbine, une valeur de N1 à 90%, et on admet un écart de plus ou moins 5% par rapport à cette valeur. Ça serait valable également pour un régime moteur. Si vous voulez que votre régime moteur, par exemple, soit à 2300 tours, on aurait très bien pu fixer ici un intervalle entre, par exemple, 2250 et 2350 tours, voilà, pour ne pas trop se casser la tête. Vous voyez que c'est très souvent utilisé pour exprimer une égalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut connaître. Hein, ce petit séparateur là, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on va utiliser assez souvent. La data ref, elle peut passer d'une valeur basse à une valeur haute, ou l'inverse d'ailleurs. Alors ça, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose que je n'utilise jamais, mais je vous le signale quand même. Vous allez donc faire passer une grandeur d'une valeur inférieure à une valeur supérieure en balayant tout un ensemble, tout un intervalle de valeurs. C'est comme si, ici par exemple, je vous ai pris un régime moteur, vous voulez faire passer votre régime moteur de moins de 1000 tours minute à plus de 1300 tours minute. Et bien vous allez ici chercher tout simplement votre data ref, et comme valeur, vous allez mettre 1000, ici on va mettre la valeur inférieure, 2 points, et ici la valeur supérieure qui est 1300. Donc ici, vous partirez d'une valeur inférieure à 1000, vous allez balayer toutes les valeurs entre 1000 et 1300 tours minute, et vous allez passer au-dessus de 1300, et à ce moment-là seulement, votre ligne ici sera automatiquement cochée. Si par exemple, au départ, votre moteur il tourne à 1100 tours minute, et que vous le faites passer de 1100 à 1400 tours, votre ligne ne sera pas validée. Le plugin ne va pas valider votre ligne parce que votre valeur de départ ici, elle n'était pas inférieure à 1000. On est parti de 1100 tours. Il faut partir d'une valeur inférieure à 1100 et aller au-delà de 1300. C'est tellement bien que ça fonctionne dans l'autre sens. Vous pouvez également passer de plus de 1300 tours à moins de 1000 tours minute. Et vous allez simplement ici intervertir l'ordre de vos valeurs. Votre valeur de départ ici c'est 1300, votre valeur d'arrivée, c'est au-dessus de 1300 et votre valeur d'arrivée ce sera inférieur à 1000. Donc là vous allez décélérer, vous allez réduire le régime moteur. On pourrait utiliser ça, pourquoi pas pour une température, enfin, bon, c'est une expression que personnellement je n'utilise jamais. Elle existe, je vous la signale. Alors là, encore plus subtil, la data ref va augmenter d'une certaine valeur, d'une certaine quantité. Et c'est là que j'ai eu recours à nos amis Jean-Pierre et Hervé, parce que je vous avoue que ça aussi, c'est quelque chose que je n'utilise pas habituellement. Alors en fait, on va ici mettre tout simplement notre data ref, 2 points, et pour exprimer ici donc cette augmentation d'une certaine valeur, on va utiliser le signe plus suivi du signe supérieur, et la valeur ici, x. Je vous ai mis ici un exemple. Alors vous voyez qu'ici on est sur toujours le tachymètre, l'instrument qui vous donne la vitesse ici moteur, et je vous ai mis plus supérieur 150. Ça veut dire ici que cette ligne sera validée dès lors que vous allez augmenter les gaz et que votre régime moteur, enfin ce que vous allez lire sur le tachymètre, va augmenter au moins de 150 RPM. Donc si vous êtes à 1000 tours et que vous passez à 1151 tours, ça va se valider. Si vous êtes à 1000 et que vous passez à 1100 tours, ça ne se validera pas puisqu'on n'a pas augmenté de 150. Mais par contre, si votre valeur de départ c'est 2000 tours, et que vous passez par exemple à 2200 tours, ça se validera puisque vous avez augmenté de 200 tours, donc vous êtes à plus de 150. C'est toujours par rapport à la valeur de départ. Là, dès lors que vous commencez à toucher au gaz, ça va activer cette ligne. Voilà, ça va activer votre plugin. Votre plugin va s'activer et va regarder ensuite de combien vous augmentez. Est-ce que c'est supérieur à 150 ou pas? Si c'est moins de 150, ça ne validera pas votre ligne. Si c'est plus de 150 RPM, automatiquement ça la validera. Et ce, quelle que soit votre valeur de départ. Ce qui va intéresser le plugin, ce n'est pas la valeur absolue.
Ce n'est pas savoir si vous êtes à 2000 tours, à 2100 ou à 800 tours, c'est la variation. La variation ici doit être au moins égale à 150. Et c'est une variation qui se fait ici en augmentation. Et bien sûr, ça peut se faire en diminution. Si vous voulez que ça diminue, et bien là, il faudra faire moins et le signe inférieur et votre valeur. Si par exemple on voulait que la vitesse moteur baisse, le régime moteur baisse d'au moins 150 RPM, et ben on aurait fait ici notre data ref, ici, et on aurait mis moins inférieur 150. Voilà. Je vous avoue que c'est une expression que j'utilise pas, mais elle peut peut-être avoir son utilité dans certains cas. Mais j'ai pas vraiment d'exemple concret qui me viennent à l'esprit. Une autre expression qui, celle-là, est beaucoup plus utile, la data ref change d'une valeur au moins égale à une valeur, à une quantité donnée. Et ce, dans les deux sens. C'est-à-dire soit en augmentation, soit en diminution. D'accord ? La data ref va changer d'une valeur au moins égale à une variation qu'on appelle x, d'une valeur qu'on appelle x. C'est une commande beaucoup plus utile qu'il n'y paraît, parce qu'elle va permettre de sortir de pas mal de situations un petit peu compliquées. Donc ici, vous allez avoir votre data ref, 2 points, et vous allez taper les signes supérieurs et inférieurs suivis de votre valeur. Alors je vous ai mis un exemple, par exemple pour tester les freins au roulage. Vous êtes au roulage, vous êtes sur les taxiways, vous n'appuyez pas sur les freins, vous roulez tranquillement et vous voulez tester les freins. Vous allez donc appuyer sur la pédale de frein. Eh bien vous pouvez l'exprimer de deux manières différentes. Alors il y a souvent plusieurs façons de faire une chose. Donc je vous ai mis ici, voilà, on teste les freins, d'accord. Et je vous ai mis ici la data ref qui correspond au frein, au ratio, donc à la proportion du freinage. Et je vous ai mis ici différent, vous vous souvenez ce point d'exclamation, c'est différent de 0. Bah oui, dès lors que vous appuyez un tant soit peu sur les freins vont se serrer un petit peu. Vous ne serez pas à 0, vous serez à quelque chose. Vous aurez un petit peu de puissance de freinage, donc ça sera différent de 0. D'accord. Donc ça pourrait permettre de valider ici cet item. Vous pouvez également ici utiliser cette expression supérieur-inférieur. Donc c'est l'expression ici qu'on vient de voir ici. Et vous mettez ici une toute petite valeur. Donc vous voyez ici j'ai mis 0,01. Ça veut simplement dire que vous avez une variation, que votre data ref va changer. Sa valeur va changer un tout petit peu, un tant soit peu, et ça va automatiquement valider ici votre item. Donc dès que vous allez effleurer la pédale de frein, hop, ça va automatiquement cocher votre ligne. Ça peut fonctionner pour d'autres choses. Par exemple, le réglage des radios. Alors là, vous voyez qu'on est ici sur une expression un petit peu plus compliquée que ce qu'on a vu jusque-là. Alors, ce qui va nous intéresser ici, nous, c'est de régler en fait les fréquences des radios de communication. Sur un avion, vous avez souvent deux radios de communication. Vous avez le COM1 et le COM2. Donc vous voyez qu'ici, il va falloir combiner deux data ref. Une première ici qui va concerner la radio ici COM1 et une autre data ref ici qui va concerner la COM2. Et en fait, ce qu'on veut, nous, c'est régler, c'est que le plugin considère qu'on a été touché en fait aux fréquences radio. Et on peut toucher soit la COM1, soit la COM2, soit COM1 et COM2. Et cette commande-là, vous la connaissez, c'est la commande et ou. C'est-à-dire soit on a touché à la COM1 seul, ou on a été touché à la COM2 seul, ou on a été touché COM1 et COM2 en même temps, ou l'un après l'autre. On a été réglé les deux. Et donc pour cela, on va mettre ici nos data ref, nos deux data ref entre parenthèses. Vous les voyez ici. Et on a intercalé ici un opérateur qui va permettre de combiner ces deux data ref. Et ici, l'opérateur, c'est l'opérateur et ou. Il est représenté ici par ces deux séparateurs. Je vous rappelle que vous connaissez ce signe, c'est le signe Alt-GR6 de votre clavier. Il va falloir le doubler. Si on avait voulu combiner ces deux data ref en et, c'est-à-dire et comme 1 et comme 2, il aurait fallu ici mettre le signe doublé entre ces deux expressions. Il aurait fallu doubler le signe et
commercial, hein, c'est le signe que vous avez sur la touche 1 de votre clavier. Il aurait fallu doubler ici ce signe et commercial entre les deux expressions. Et le plugin donc aurait été vérifié comme 1 et comme 2, et non plus et ou. Hein, voilà, on peut combiner. Hein. Sachez qu'on peut tout à fait combiner ici des datarefs. Et vous voyez qu'en valeur ici, eh ben, on a mis ici une variation en fait très faible, de 0,01. C'est-à-dire que dès que vous allez toucher un tant soit peu au bouton de réglage de fréquence de votre COM1 et ou de la COM2, automatiquement, le plugin va considérer que vous avez été tripatouillé dans vos radios, donc que vous avez procédé au réglage des radios, et ça va valider ici cette ligne. Et vous voyez que ça, ici, il n'y a pas vraiment d'autre moyen de l'exprimer. Donc ce petit truc-là, hein, ça peut être assez utile pour se sortir comme ça de situations des fois un peu compliquées, où on ne sait pas trop comment formuler cette valeur. Hein, donc retenez bien cette expression. Et si vous vous amusez à les télécharger, différentes checklists, hein, vous verrez souvent cette expression revenir. Donc c'est assez intéressant d'aller voir comment c'est utilisé. Voilà donc pour la fin de cette partie. Avec ça, normalement, vous êtes capable d'exprimer toutes les valeurs que peuvent prendre les datarefs. En ce qui concerne les datarefs, on va les aborder dans la vidéo suivante. Je vous rassure, hein, donc ça va être toutes ces expressions-là. Je vous rassure, si ça vous paraît absolument insurmontable, c'est en fait très simple, puisqu'il suffira simplement d'aller chercher, encore une fois, hein, ici ces expressions dans un catalogue et de faire simplement un copier-coller du catalogue dans votre fichier texte. Et ensuite, ce qu'il faudra, et c'est là toute la difficulté en fait, hein, c'est d'aller ici fixer une valeur. C'est d'aller fixer comme ça votre valeur en utilisant les différents arguments hein, qu'on a pu voir dans cette vidéo. Je vous rappelle qu'en fait vous avez très peu de choses à connaître hein, finalement. Les choses qu'il faut vraiment absolument connaître et que vous allez utiliser très souvent, c'est l'égalité, ici, hein, 2 points et la valeur. D'accord. Différent, c'est pas inutile de le connaître, mais c'est vrai qu'on l'utilise quand même relativement peu, mais c'est quand même bien de le savoir, c'est pas très compliqué à mémoriser. Les signes supérieurs ou inférieurs, ça il faut absolument connaître parce qu'on va utiliser ça très souvent hein, dans les checklists. Supérieur ou égal éventuellement, hein, mais bon, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Mais supérieur et inférieur, oui, très souvent. Voilà, voilà. On va utiliser également ici les intervalles. Hein, donc cet opérateur-là, il faut le connaître également. Hein, il faut être tout à fait capable hein, d'utiliser ça. Ça, c'est très fréquent. Cette expression-là, je vous avoue que moi je ne l'utilise jamais, donc c'est bien de savoir qu'elle existe, mais si vous ne la maîtrisez pas, c'est pas bien méchant, hein, ça vous servira assez peu. De la même manière, ça je dois dire que moi je l'utilise jamais. Je vous dis pas que c'est inutile, hein, mais bon, c'est pas forcément ce que vous allez utiliser le plus. Voilà. Ça par contre, oui. Ça c'est utile de le connaître, et notamment dans cette expression-là. Voilà, donc en gros, je crois que vous avez l'égalité, l'inégalité, l'intervalle et ça, hein, la variation en plus ou en moins, ça fait 4 expressions, voire 5 avec le signe différent de. Alors, ça fait 4 ou 5 expressions qu'il faut vraiment connaître, 4 qu'il faut connaître absolument. Les autres, à la limite, c'est pas forcément utile de les connaître par cœur. Si vous en avez besoin, hein, vous pouvez aller les chercher voilà, ponctuellement, hein, mais même si vous ne les connaissez pas par cœur, c'est pas bien méchant. Donc vous voyez que c'est assez simple finalement hein, de résumer hein, ce tutoriel. Il y a assez peu de choses à connaître. D'accord. Et comme je vous le disais après, pour le côté dataref, hein, ce qui peut paraître compliqué mais qui en fait ne l'est pas du tout, vous allez voir qu'on va se servir d'un catalogue de dataref et on va également utiliser un plugin. Hein, et je vous montrerai comment utiliser ce plugin et vous verrez qu'après ce sera juste un petit jeu de copier-coller hein, et un peu de recherche. Il y a un petit côté assez ludique d'ailleurs, mais c'est très très simple. Voilà donc hein, pour cette partie qui j'espère n'aura pas été trop fastidieuse et pas trop compliquée. Voilà, voilà. Je vais vous laisser sur ces paroles. Comme d'habitude, je vous remercie pour votre fidélité et pour votre immense attention. Et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo donc, que nous allons consacrer au dataref. Voilà. Au revoir.